Bonjour, avec une chronique littérature aujourd'hui, un bouquin pas exactement tout neuf puisqu'il s'agit de Les Trois Imposteurs ou les Transmutations d'Arthur Machen. L'écrivain gallois Arthur Machen a décidément commis des ouvrages bien étranges, et qui méritent amplement qu'on y revienne, influence sur Lovecraft en tête ou pas. Paru en 1895, un an seulement après le célébrissime et toujours très déstabilisant Le Grand Dieu Pan, associé à la lumière intérieure, Les Trois Imposteurs est un roman, peut-être, plus étonnant encore, et qui, avant cette édition datant de 2002, chez les amateurs de vieilles poussières de Terre de Brume, merci mille fois à ces gens-là d'avoir publié Machen, Dunsany, Hodgson et d'autres encore, je leur pardonne même d'être breton pour le coup, n'avait jamais eu l'heure d'une traduction française intégrale. Intégrale, oui, car Les Trois Imposteurs, s'il s'agit d'un roman, consiste à vrai dire en une succession de nouvelles pas toujours très liées les unes aux autres, ou plus exactement, bel et bien liées dans ce cadre romanesque, mais pour un certain nombre d'entre elles, lisibles en dehors de ce cadre. Aujourd'hui, on parlerait sans doute de fix-up, je ne suis pas bien certain que le terme existait en 1895, mais à vrai dire, je ne suis pas bien certain que cette dénomination s'applique vraiment aux Trois Imposteurs de toute façon. Quoi qu'il en soit, des textes en avaient donc été extraits pour figurer dans d'autres recueils ou anthologies, pratique qui n'a rien de scandaleux, d'autant qu'elle avait été avalisée par l'auteur lui-même. Deux nouvelles de ces trois imposteurs, ses moments les plus célèbres, avaient donc été publiées séparément et traduits tous deux en français par Jacques Parson, Histoire du cachet noir et Histoire de la poudre blanche. Deux textes au passage que Lovecraft admirait profondément et distinguait sans doute lui aussi dans Les Trois Imposteurs, tout en vantant le volume dans son ensemble, ce qui est à la fois parfaitement légitime et un tantinet curieux de sa part. Ces nouvelles ont d'ailleurs eu une grande influence sur sa propre œuvre, notamment sur des nouvelles telles que, et ce n'est pas rien, L'Appel de Cthulhu, L'Abomination de Dunwich ou encore Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Mais il est vrai que nous sommes ici en terrain connu pour Machen. Ces textes, mais surtout le premier, renvoient en effet à la thématique essentielle chez lui du petit peuple, associé au sabbat et plus globalement à la sorcellerie. Pourquoi alors ai-je avancé que cette admiration globale de la part de Lovecraft pouvait surprendre? Deux raisons à cela. D'une part, et qu'importe le titre de la collection, je ne garantirai pas que Les Trois Imposteurs relèvent bien de la littérature fantastique. En fait, le fantastique y est assez rare, sauf dans ces deux nouvelles et éventuellement une dernière, mais plus difficile à extraire du roman puisqu'elle en constitue l'apogée, l'histoire du jeune homme à lunettes. Ce qui ne signifie en rien que le reste est négligeable, il ne l'est pas. Et s'il ne relève sans doute pas du fantastique, il n'en exprime pas moins très régulièrement une peur insidieuse tout d'abord, mais toujours susceptible de se transformer en pure terreur. Oui, c'est de l'horreur, et de la bonne. D'autre part, eh bien, Machen tend ici à faire une chose qui agaçait considérablement Lovecraft, rationaliser ou du moins expliquer a posteriori l'étrange. Dans Épouvante et surnaturel en littérature, il se plaint régulièrement du procédé, tout particulièrement chez Anne Radcliffe. Mais ici, non. Peut-être parce que c'est davantage le propos, ceci dit, dès son titre. En tout cas, des quatre maîtres modernes qu'il identifiait dans ce même essai, Machen est clairement celui que Lovecraft plaçait au-dessus de tous les autres, et même de Dunsany, qu'il a pourtant énormément influencé. Mais oublions, ou non, mettons de côté un temps Lovecraft, pour revenir au livre et à ses traductions. Une troisième histoire en avait été extraite, un an seulement avant la parution de ce volume, qui est Histoire de la Vierge de Fer, probablement bien plus anodine que les deux précédentes, mais j'y reviendrai. Dans les pages de l'excellente revue Le Visage Vert, dans une traduction d'Elisabeth Villens et Niki Alpern. Mais la transition du Visage Vert à ce volume chez Terre de Brume coulait sans doute de source, avec Xavier Legrand-Ferronnière à la tête de la collection Terre Fantastique et Anne-Sylvie Aumassel pour traduire tout ce qui ne l'avait pas encore été. Et voilà le livre entier. Enfin. Maintenant, il s'agit de trouver comment en parler, ce qui au fond n'a rien d'évident. Mais en tout cas, la quatrième de couverture, racoleuse au possible, ne me paraît pas une solution pertinente, qui insiste sur l'œuvre incomprise, même un siècle après, et parle de répulsion, de répugnant, ce qui n'est pas forcément faux, et pas scandaleux en rapport avec l'œuvre décadente du Machen des années 1890, encore que le Grand Dieu Pan, immédiatement antérieur, donc mérite peut-être davantage ses qualificatifs. Mais tout de même un peu vain, je trouve, pour une édition de 2002. En fait, il y a bien quelque chose à en dire, ce que fait Roger Dobson dans sa préface autrement consistante. Machen lui-même a avancé, et semble-t-il à bon droit, que son livre avait pâti de l'actualité,
En l'espèce, une sorte de furie réactionnaire est portée à brûler les livres qui avaient suivi la condamnation d'Oscar Wilde pour homosexualité. Tout ce qui passait pour décadent, c'est-à-dire beaucoup de choses dans l'esprit fin de siècle, en a fait les frais. Mais laissons maintenant le contexte pour nous intéresser à l'œuvre elle-même. Il s'agit donc d'un ouvrage bien étrange et bien singulier. Pour autant, il n'est pas dégagé de toute influence. En fait, sur le fond, le grand Dieu-Pont était peut-être plus audacieux. En effet, le roman baigne dans une atmosphère londonisant les thématiques des Mille et une nuits, dans une optique qu'un autre auteur avait déjà fait sienne, Robert Louis Stevenson. En fait, Les Trois Imposteurs doit semble-t-il beaucoup au volume intitulé Le Dynamiteur ou More New Arabian Nights, après des nouvelles Mille et une nuits qui avaient déjà rencontré un certain succès. Le Dynamiteur était signé Robert Louis Stevenson, mais en fait écrit pour l'essentiel par sa femme, Fanny Vandergrift Stevenson. Ce qu'il faut surtout en retenir, c'est qu'opère derrière le livre une forme de réflexion sur l'essence du conte et la manière de raconter des histoires. Raconter des histoires, c'est l'expression clé. Et c'est pourquoi, dès le titre, l'auteur nous parle d'imposture, j'y arrive. Tous, ici, racontent des histoires, et les questionnent en même temps, par exemple au regard de la crédibilité scientifique. Et nous sommes en 1895, H.G. Wells débute, et le mot de science-fiction n'apparaîtra qu'une trentaine d'années plus tard sous la plume de Hugo Gernsback, ou en faisant la part de ce qui doit au style. Raconter merveilleusement une histoire merveilleuse, c'est une citation. Projet crucial, presque idéal, mais dont les implications sont multiples. Les récits des trois imposteurs en sont en fait autant d'illustrations. Mais qui sont-ils, ces trois imposteurs? Je vous arrête tout de suite. Non, il ne s'agit pas de Moïse, Jésus et Mahomet, ainsi désignés dans le titre d'un vieil ouvrage blasphématoire. Machen connaissait le dit titre et l'a emprunté sans vergogne. Il en aimait les sonorités et implications, voilà. Sans doute, même en cette ère de décadence, ne faut-il pas y voir une véritable insolence religieuse, je suppose du moins, chez un auteur qui, dans un autre moment de sa carrière ultérieure, livrera de fort jolis exemples de ce qu'un merveilleux chrétien modernisé peut offrir. Voyez par exemple Le Grand Retour et les Archers, et éventuellement La Terreur, trois nouvelles figurant dans le recueil Le Peuple Blanc. Non, il s'agit sans doute seulement de mettre en avant le mensonge, ce qui n'a rien d'anodin pour autant. Machen viole en effet ici un pacte essentiel, caractéristique de la littérature de fiction. En procédant de la sorte, il a peut-être même quelque chose de pré-post-post-post-post-pré-post-moderne, si ça se trouve. Voilà, le lecteur et l'auteur de fiction passent toujours un pacte, concernant la véracité et en fait la crédibilité de la fiction en cause. Le lecteur sait que ce que lui raconte l'auteur est faux. Il n'en demande pas moins à l'auteur de tout faire pour qu'il lui soit possible de croire néanmoins que ce qui est raconté est vrai. Le récit doit être plausible, vraisemblable, autorisant ainsi au lecteur de suspendre temporairement son incrédulité. Jamais, au grand jamais, dans une perspective classique du moins, l'auteur ne peut se permettre de rompre l'illusion. Il ne doit jamais dire qu'il ment, quand bien même le lecteur sait parfaitement qu'il ment, et le dit justement pour cette raison. En désignant ces conteurs comme autant d'imposteurs, et ce dès le titre, Machen obtient du coup un effet déstabilisant pour le lecteur, et sans doute un peu pervers. Si la remise en cause de la véracité de ce qui est raconté n'opère pas à la façon d'une complexe et sans doute fatigante dissertation, l'essentiel est pourtant là. Le lecteur, guettant les indices, est d'abord complice, mais à terme ne s'en sent que davantage perdu. C'est pervers, mais c'est aussi jubilatoire. En questionnant le récit, en discutant ouvertement de sa vraisemblance, scientifique ou natarif d'ailleurs, et en glissant la délicate question du style dans le débat, Machen rompt certes un pacte, mais en crée peut-être un autre, et sans doute pas si commun en 1895. Il livre ainsi une œuvre qui est à elle-même son propre commentaire. Et c'est important, parce que cela justifie la structure très rusée du roman. Les Trois Imposteurs n'est effectivement pas un recueil de nouvelles, et ce n'est peut-être même pas un fix-up, c'est une œuvre en tant que telle, et qui fait sens justement en raison de sa structure. On peut lire séparément Histoire du cachet noir et Histoire de la poudre blanche. Mais lire ces récits dans le cadre des Trois Imposteurs produit un effet tout différent, parfaitement singulier. Nos trois imposteurs, j'y reviens, mais je suppose que le détour s'imposait, sont en fait deux hommes et une femme à l'identité fluctuante. Dans un très déconcertant prologue, largement incompréhensible en fait à la première lecture, et je recommande d'y revenir une fois la dernière page du roman tournée, ces trois personnages échangent des remarques cryptiques, mais où l'on devine quelque chose de particulièrement sordide et répugnant, sans en savoir davantage pour l'heure.
Les personnages abandonnant leur identité d'emprunt, nous comprenons d'emblée que nous ne pouvons pas avoir confiance en eux. Nous savons de suite qu'il s'agit d'imposteurs, et que, à la différence de l'écrivain les mettant en scène, ils ne font pas ce genre de choses pour la beauté de l'art. Ils sont très joviaux et rient beaucoup, ils n'en sont que plus sinistres. Puis ils quittent la scène, pour être remplacés par deux londoniens quelque peu pompeux pour ne pas dire pédants, dissertant volontiers d'art et de science sans forcément y comprendre grand-chose, devinons-nous assez vite. Et aussitôt, flashback. Nous revenons à la rencontre de nos deux amis, du nom de Dyson et Phillips, et à leur goût prononcé pour les histoires étranges, ainsi que de la découverte improbable de cette pièce d'or datant de l'empereur Tibère, et louant quelques pans forcément inquiétants, wink wink, nudge nudge. Mais les deux élégants ont également leur lot de rencontres, et de personnages qui ont bien des choses à raconter, des histoires cette fois plus qu'étranges. Les deux y passent, sans établir véritablement de lien, tandis que le lecteur, lui, sait ce qu'il en est, alerté qu'il est par cette coïncidence chez les conteurs, ils sont toujours, pour une raison ou une autre, sur la piste d'un jeune homme à lunettes. Le lecteur dispose ainsi d'une avance sur Dyson et Phillips. Ces hommes, cette femme, oui, ce sont nos imposteurs. Leurs histoires sont donc de purs mensonges. Et s'ils cherchent tous le jeune homme à lunettes, leurs intentions à son encontre sont à l'évidence des moins charitables et n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'ils prétendent. Or, Dyson et Phillips ont probablement croisé la route de cette proie, et, crédules qu'ils sont, pourraient bien lancer sur sa trace des individus guère recommandables et qui ne lui veulent pas du bien. Passé le prologue, le roman adopte une structure à la fois habile et quelque peu rigide, mais cela participe de l'effet produit sur le lecteur. Nous y suivons Dyson et Phillips, ensemble ou successivement, qui, errant dans les rues de Londres, tombent toujours sur quelques rencontres appréciables, d'un parfait inconnu qui a des choses à raconter. Les courts chapitres mettant en scène les deux pompeux et leurs rencontres, souvent sur un ton badin et moqueur, à l'occasion très réjouissant. Le meilleur moment ici me concernant réside dans les deux chapitres successifs Incident du bar privé et l'imagination décorative, où la thématique même du mensonge est plus que jamais mise en avant, de manière fort ludique et fort drôle. Ces chapitres normaux donc sont ainsi régulièrement interrompus par des histoires souvent bien plus longues, 5 en tout, mais disons d'abord 4 et ensuite une autre, on ne peut plus différente en fait. Ces 4 premières histoires, nous le savons, sont donc le fait des 3 imposteurs, qui empruntent chaque fois une identité différente. La femme raconte 2 de ces 4 histoires, et ce sont les 2 les plus fantastiques. Je suppose que cela n'a rien d'un hasard. De même qu'elle s'appelle véritablement Hélène n'est peut-être pas innocent, en renvoyant à la femme fatale du grand dieu Pan, dont elle pourrait aussi bien être une sorte d'avatar plutôt qu'une simple réitération. À la différence des auditeurs Dyson et Phillips, nous savons donc ce qu'il en est, mais, suprême habileté, nous ne nous régalons peut-être que davantage de leur baliverne. D'autant que ces fables au cœur de l'art de Machen sont autant de variations sur la peur, et parfois d'une efficacité encore redoutable plus de 100 ans après la parution du livre, ce qui tranche sur les chapitres normaux de manière éventuellement déconcertante. Il ne me paraît pas utile de détailler les chapitres normaux. Dire quelques mots des 5 histoires, par contre, me paraît plus indiqué, mais notons qu'elles sont donc toujours, la dernière y compris, liées à un bref chapitre antérieur, se concluant systématiquement sur l'annonce que va suivre l'histoire de machin chose. On enchaîne donc directement sur l'histoire elle-même par son titre, singularisé dans la table des matières. La première de ces inventions est l'histoire de la sombre vallée, récit pas le moins du monde fantastique, encore qu'il y ait quelque chose dans l'ambiance qui ne pouvait que séduire un Lovecraft. C'est en tout cas parfaitement horrifique. On y abandonne illico le cadre londonien pour un long et mystérieux voyage en Amérique, et dans un trou perdu des États-Unis. Là-bas, les Américains sont autant de brutes sauvages et guère accueillantes. Notre naïf narrateur, qui est donc en fait un mateur patenté et tout sauf naïf, s'en fait l'écho, de plus en plus à mesure que la simple inhospitalité tourne à la menace, sous une forme étrange évoquant quelques sectes aux rituels impies, et prompte au sacrifice humain, à moins qu'il ne s'agisse que de lynchage. Cela fonctionne remarquablement bien. L'angoisse sourde de la majeure partie du récit est gérée de main de maître, mais sa conclusion virant à la franche terreur ne l'est pas moins. À ce stade, c'en est même parfaitement impressionnant. Et donc, fantastique ou pas, il n'y a somme toute rien que de très logique à ce que Lovecraft ait apprécié un roman contenant des séquences horrifiques aussi puissantes, qui plus est avec cette dimension rituelle qu'il saura reprendre à bon compte. La deuxième histoire est l'histoire du cachet noir, racontée par notre menteuse donc,
et qui est sans doute de tous ces récits celui dont la parenté avec l'œuvre Lovecraftienne est la plus franche. Il faut dire que Machen y met en scène son dada, mais c'en est du coup peut-être une première itération puisque le roman date de 1895, je ne sais pas. Son dada, à savoir le petit peuple et sa survivance éventuelle, des fées toutes britanniques ou galloises, mais qui dans leurs cavernes sont devenues bien sinistres et tout naturellement portées au viol et au meurtre. Un scientifique réputé se lance sur leur piste. Subodorant, en dépit des quolibets de ses pairs, tous persuadés qu'il a perdu la raison et n'a donc plus rien d'un scientifique, qu'il y a là une Atlantide à découvrir, qui ferait peut-être de lui un nouveau Christophe Colomb. L'ethnologue, associant les coïncidences, et au premier chef en rapport avec cet étrange cachet noir qu'il suppose plurimillénaire et qui est orné d'une écriture indéchiffrable, s'en va rôder dans les collines à la lisière du pays de Galles, où de sombres survivances peuvent sans doute être dénichées par celui qui sait où chercher, à moins bien sûr qu'elle ne le trouve lui-même avant qu'il ne les trouve. Fouiller dans le sordide ne sera pas sans coup. Dans la perspective de l'imposture au cœur du roman, c'en est peut-être le passage le plus redoutablement habile, car la menteuse de narratrice met en scène un vieil ethnologue qui lui aurait sans cesse menti, dans un cadre mystérieux où, sans doute, tout le monde ment. Et le récit fonctionne à tous les niveaux. Au premier degré, il constitue une enquête mythique très Lovecraftienne, alors même que notre HPL n'était à cette époque âgé que de 5 ans. Sa faconde conspirationniste reste assez délicieuse en notre triste époque où le thème semble devenir jour après jour plus puant. Et l'appréhension du mensonge à tous les niveaux de la narration, mais ceci à condition de lire le texte dans le contexte des trois imposteurs, est foncièrement ludique et même jubilatoire. La troisième de ces histoires est de loin la plus courte, mais aussi, de loin là encore, la moins intéressante. Bon, à mon avis. Encore que l'ambiance oppressante dans cette histoire de la Vierge de fer soit assurément travaillée et efficace. Oui, on frémit, avec ce narrateur menteur, prétendant avoir passé une déconcertante soirée en compagnie d'un homme au bien curieux hobby, la collection d'instruments de torture. Rien d'étonnant sans doute à ce que le collectionneur en fasse les frais, dans une perspective presque morale, qui n'a sans doute rien d'innocent, le conteur échangeant avec son pigeon dans les chapitres normaux préparant l'histoire, ceux cités plus haut comme tout particulièrement amusant, revient systématiquement ou presque sur la question de la morale, au travers de sophismes particulièrement acrobatiques et d'autant plus savoureux. Ceci étant, la conclusion grotesque, dans tous les sens du terme, peut malgré tout surprendre de par ses excès. Avec moins d'habileté peut-être que dans l'histoire de la sombre vallée, la peur sourde se mue bel et bien en terreur graphique. Mais peut-être dans le contexte du roman, cela s'avère-t-il en fait des plus pertinents. En introduisant le grotesque dans les balivernes racontés à Dyson et Phillips, on questionne peut-être plus frontalement la crédibilité de tout cela, ce qui nous amène donc à revenir sur les précédents mensonges, ce qui n'est pas sans intérêt. Et, bien sûr, il y a sans doute un impact sur la suite des opérations. La quatrième histoire mensongère est à nouveau le fait de la dame, et c'est à nouveau une histoire connotée de fantastique, lorgnant peut-être même sur la science-fiction. Et à nouveau, en tout cas, une histoire souvent extraite du roman. Il s'agit de l'histoire de la poudre blanche. La prude et fragile jeune femme, donc ni prude ni fragile, y rapporte le sort étrange de son frère, obsédé par son travail, et dont elle souhaitait l'en libérer quelque peu, tant son comportement avait quelque chose de pathologique. Suite à une consultation médicale, le jeune homme se voit prescrire un médicament aux conséquences pour le moins inattendues. En fait de référence à Robert Louis Stevenson, pour le coup, ça évoque tout de même pas mal son classique, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde, antérieur d'une dizaine d'années. Façon miroir ? Mais Machen en tire encore autre chose, de plus surprenant, qui relie la drogue mystérieuse au rituel de la sorcellerie. Prise en tant que telle, l'histoire de la poudre blanche me paraît moins enthousiasmante que celle de la sombre vallée et du cachet noir, à s'en tenir à sa conclusion. L'ambiance qui nous y conduit toutefois est remarquable, et peut-être supérieure, très perturbante avec là encore quelque chose d'insidieux et sourdement menaçant, pas exempt par ailleurs d'aspects plus graphiques. Mais l'histoire gagne bien sûr à être lue dans le contexte des trois imposteurs. Ces mensonges dans le mensonge, ces jeux littéraires pervers dissimulant une réalité plus sordide et perverse encore, font tout le sel de la nouvelle à mon sens. Reste une cinquième histoire, mais différente des quatre précédentes, et dont il vaut mieux sans doute que je ne dise pas grand-chose ici, l'histoire du jeune homme à lunettes. C'est le point culminant du récit. Le moment où tout, aussi disparate cela pouvait-il paraître jusqu'alors, se rassemble et fait sens, de manière horrifiante.
Le fin mot de l'histoire y est dit, encore que ses ultimes conséquences soient comme de juste laissées à l'imagination du lecteur, pour l'heure. Un ultime chapitre en fait changera bien la donne, en rompant la structure des histoires, ce qui nous renverra donc au prologue du roman. Mais c'est forcément une imagination orientée par tout ce qui précède. Si les trois imposteurs avaient globalement été boudés par la critique, il comptait néanmoins quelques fameux admirateurs. J'ai déjà évoqué Lovecraft, mais pour le coup, ici, c'est d'un autre qu'il s'agit, non moins légendaire, Arthur Conan Doyle. D'autant peut-être qu'il y a ici de son Moriarty. La suprême habileté dans ce récit est pourtant ailleurs, si ça se trouve. Cette histoire, rapportée dans des conditions différentes des quatre qui précèdent, et qui étaient le fait de nos imposteurs, est donc censée être vraie. Mais cela veut-il encore dire quelque chose? Le lecteur, qui savourait tout d'abord son avance sur les crédules Dyson et Phillips, est maintenant peut-être plus largué encore qu'eux. Les certitudes sont ultimement bannies de la merveilleuse histoire racontée merveilleusement, et n'en demeure plus qu'une, celle que tout ceci, qui nous a tant amusés, est parfaitement horrible. Très étonnant roman que ces trois imposteurs, donc, mais on peut tabler aussi sur sa réussite. Qu'il ait été aussi longtemps boudé à quelque chose d'invraisemblable, si j'ose dire, car il vaut assurément le détour. C'est un livre malin et joueur, bien plus subtil qu'il n'y paraît. C'est aussi une vraie somme de la peur littéraire, et peut-être d'autant plus que l'horreur y est mêlée de badinerie. C'est peut-être un livre en avance sur son temps, en fait. C'est en tout cas un bon livre. Oui, une merveilleuse histoire racontée merveilleusement. Enfin, c'est aussi, j'en suis convaincu, une œuvre qui ne fait véritablement sens que prise pour elle-même. En extraire des récits pouvait bien sembler légitime, mais je tends vraiment à croire qu'ils perdent considérablement de leur intérêt à être ainsi éloignés de leur matrice. Remarquable, vraiment.